Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Saliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Grenade dégoupillée, sparadrap du capitaine Haddock, boulet d'Emmanuel Macron. Choisissez l'image que vous préférez. Alexandre Benalla est de retour. Son audition au Sénat commence dans une demi-heure. Emmanuel Macron, qui aurait bien aimé pouvoir se concentrer sur l'Europe, l'Union, se déchire sur la question migratoire. Sommet à haut risque ce soir en Autriche. Et puis, c'est une nouvelle qui nous émeut tous ce matin. Chacun a un souvenir de ce monstre sacré. Jean Piat est mort, il aurait eu 94 ans dimanche prochain. Europe 1. C'est depuis que son nom est connu du grand public que tout déraille en Macronie. Le chargé de mission le plus célèbre de France, Alexandre Benalla, va répondre tout à l'heure aux questions de la commission d'enquête du Sénat. Vous vous en souvenez, il ne voulait pas y aller, il avait même insulté les sénateurs par voie de presse. Alors comment va se dérouler cet interrogatoire? Les informations d'Adrien Beck. Il les avait traités de petites gens. Alexandre Benalla va pourtant bien faire face à la cinquantaine de sénateurs de la commission des lois, à l'exception des 3 élus de La République En Marche qui boycotteront l'audition. Elle durera en principe 2 heures à 2h30, menée par le président Philippe Bas, un petit marquis selon l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Mais pas question de s'arrêter sur les noms d'oiseaux, assure-t-on dans l'entourage du président de la commission. Pas question non plus d'interroger Alexandre Benalla sur les événements du 1er mai pour ne pas interférer avec la procédure judiciaire. Si un sénateur sort du cadre, il sera immédiatement coupé, assure un co-rapporteur. L'ancien collaborateur du chef de l'État est quant à lui légalement tenu de répondre aux sénateurs. Audition publique, sauf si Alexandre Benalla demande un huis clos. La courtoisie républicaine aurait voulu qu'il le fasse avant, grince un proche de Philippe Bas. Mais il peut le faire dès le début de l'audition. Les membres de la commission devront alors se réunir pour décider. On nous l'assure, tout se fera dans un calme olympien. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Sachez que selon les informations d'Europe 1, l'une des lignes de défense d'Alexandre Benalla sera d'évoquer un piège, un complot. Selon lui, la vidéo aurait été tournée volontairement pour ensuite le mettre en difficulté, ainsi que le président de la République. La riposte ce matin dans le Figaro de la maire de Paris après le départ de son premier adjoint, Anne Hidalgo, fustige une génération de responsables politiques qui croient tous pouvoir être président à 39 ans. Bruno Julia appréciera. Qu'en pense Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste? Audrey Crespo-Mara lui posera la question à 8h15. L'Europe est coupée en deux et cela va se voir ce soir. Le dîner des chefs d'État et de gouvernement à Salzbourg en Autriche promet d'être brutal. Face à Emmanuel Macron et Angela Merkel, l'axe des populistes, l'Autriche, la Hongrie et surtout l'Italie. Le sulfureux ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, n'a absolument pas l'intention d'en rabattre. Galvanisé par sa popularité, elle dépasse les 60% dans plusieurs enquêtes d'opinion. La rue romaine est derrière lui. Écoutez ces quelques témoignages recueillis par notre envoyée spéciale, Sandrine Prioul. L'Italie, c'est devenu le camp de réfugiés de l'Afrique. J'espère bien que Salvini va stopper tout ce flot migratoire. Oui, Salvini va nous rendre notre fierté nationale, même si ça rappelle notre triste passé. Mais parmi les pays où il y a le plus d'actes racistes recensés en Europe, c'est l'Angleterre la première. Devant nous, il y a la France, l'Allemagne, la Suède, tous ces pays qui disent que l'Italie doit être plus accueillante. C'est pour ça que Salvini doit aller au Parlement européen dire à Orban qu'il est dans son camp. Ça va être tendu ce soir à Salzbourg. Oui, on voit de moins en moins comment Emmanuel Macron peut croire qu'il réussira à relancer l'Union européenne. Isabelle Horry. C'est vraiment la zizanie. Les Européens sont si divisés qu'ils n'essaient même pas de faire croire qu'ils vont trouver une solution pour l'accueil des migrants. Non, ils veulent juste arriver à en discuter de façon posée. Ça serait déjà beaucoup. Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui joue un peu le rôle du patriarche de la famille, supplie tout le monde d'oublier les rancœurs et d'être constructif. Ces derniers jours, les images d'un affrontement entre l'Italien Salvini et le Luxembourgeois Hasselborn ont frappé les esprits. Un ministre européen qui dit merde à un autre devant une caméra, c'est rare. Psychologiquement, il faut avoir une certaine patience en ce moment, reconnaît un Européen. Il y a la Hongrie qui ne va accueillir personne, l'Italie qui attaque l'Europe mais lui demande ensuite de faire preuve de solidarité, l'Autriche qui voudrait refouler les demandeurs d'asile en Albanie ou en Afrique du Nord, et n'oublions pas la France qui, elle, ne veut pas devenir un pays de premier accueil. Bref, trouver le fameux compromis européen, ça tient de la mission impossible. L'analyse de notre spécialiste des affaires européennes, Isabelle Horry. Europe 1, 8h04. C'est une première historique. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a annoncé tout à l'heure qu'il se rendrait dans un avenir proche
à Séoul, la capitale du Sud. Jamais aucun dirigeant du Nord n'a effectué une telle visite depuis la partition de la péninsule en 1953. On en parle avec Vincent Herouette dans un instant de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. À suivre, attention au sucre dans les yaourts. Oui, il y en a beaucoup trop apparemment. On vous dit tout, à tout de suite sur Europe 1. La suite du journal avec David Doucan. Une étude très sérieuse, scientifique, trop de sucre dans les yaourts, c'est un constat. Oui, et même dans le bio. Ce sont des scientifiques britanniques qui le révèlent. Dès que votre laitage a un parfum, que ce soit vanille, aux fruits ou autre, la teneur en sucre explose les niveaux recommandés et c'est très mauvais pour la santé. Mélanie Gomez. Dans cette étude, ces chercheurs ont passé à la loupe la composition de près de 900 produits. Les yaourts nature, les aromatisés aux fruits, ceux au soja, les yaourts à la grecque, ceux à boire pour les enfants, mais aussi les crèmes dessert. Et le verdict est sans appel. En dehors des natures et des grecs, tous contiennent beaucoup trop de sucre. Si on prend les petits Suisses aux fruits, dont raffolent les enfants, certains contiennent jusqu'à 8 grammes de sucre, quasi l'équivalent de 2 morceaux dans un tout petit pot. Mais les pires, et c'est une surprise, ce sont les yaourts bio aromatisés. En moyenne, ils ont une teneur en sucre de 13 grammes pour 100 grammes de yaourt. C'est énorme, une tromperie pour les consommateurs, selon le nutritionniste Raphaël Gruman. Les personnes qui consomment du bio prennent du bio justement pour se faire du bien, pour préserver leur santé, éviter les pesticides. Alors évidemment, dans ce type de produit, on n'aura pas de pesticides, mais les industriels vont quand même ajouter un maximum de sucre pour modifier le goût. C'est des exhausteurs de goût. Donc on va avoir des produits à la base qui sont sains, embêtants pour la santé. Résultat, mieux vaut donc opter pour les yaourts nature, même s'ils contiennent déjà un peu de sucre naturellement. C'est le lactose présent dans le lait. Yaourt nature auquel on ajoute éventuellement une petite cuillère de miel. Les informations de Mélanie Gomez, notre spécialiste santé. Vous vous en souvenez forcément, l'usine de Cran du groupe Lactalis, l'épicentre d'un scandale sanitaire, le site contaminé à la salmonelle. Le lait en poudre avait quand même été vendu. 36 nourrissons étaient tombés malades. Eh bien, vous pourrez dès aujourd'hui retrouver dans vos rayons du lait infantile produit dans cette usine. L'État, qui promet que toutes les garanties de sûreté sanitaire ont été fournies, vient de donner son feu vert. Les jeunes conducteurs sont-ils trop confiants, David ? En tout cas, c'est la conclusion d'une enquête Ipsos. Selon l'Institut de sondage, les moins de 25 ans se croient infaillibles au volant, alors que pourtant, un tiers d'entre eux a déjà eu un accident. Les informations et le reportage de Marguerite Lefebvre. À 18 ans, il roule en scooter tous les jours. Anthony a désormais ses habitudes dans les rues de Paris. Si vous deviez vous donner une note en termes de conduite, vous donneriez combien ? 9 sur 10. C'est plutôt une bonne note parce que je fais attention. Ça fait 2 ans que je conduis, j'ai 22 000 km et j'ai eu un accident, 0 tort. En moyenne, les jeunes conducteurs se donnent 7,5 sur 10. Des jeunes sur 2 que Marc Gassman voit défiler dans son auto-école. Ils partent du principe que comme ils arrivent à démarrer la voiture, à pas caler, à la faire bouger, ils savent conduire. Un enfant de 10 ans peut bouger une voiture, mais bouger une voiture en sécurité, faire attention aux usagers de la route, c'est pas la même histoire. Et s'ils sont aussi confiants, c'est sans doute parce qu'ils reproduisent les gestes de leurs parents, ceux qu'ils ont intériorisés pendant 18 ans. Les jeunes regardent et écoutent leurs parents. C'est l'enseignement important de cette étude, selon le pédopsychiatre Daniel Marcelli. Les jeunes sont extrêmement attentifs à la manière dont leurs parents conduisent. Les parents ont un rôle de responsabilité. Ce sont des puissants modèles d'identification pour la conduite ultérieure de leur enfant. L'an dernier, 660 jeunes ont perdu la vie sur les routes de France. Cela représente 20% de tous les accidents mortels. Reportage signé Marguerite Lefebvre. Un grand monsieur du théâtre nous a quittés. Oui, une légende. Il aurait eu 94 ans dimanche prochain. Jean Piat a bien sûr marqué nos mémoires par son rôle dans le feuilleton télévisé Les Rois Maudits. Sur les planches, évidemment, Cyrano. Jean Piat était l'année dernière l'invité de David Abiker sur Europe 1. Écoutez ce très bel échange. Vous savez, la mort, c'est pas triste, c'est une logique. On naît, on vit, on meurt. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc on ferme le rideau de fer. Je vous pose la question de pivot. Quand vous vous trouverez face au bon Dieu, je dirai bonjour. Je suis heureux de vous m'accueillir, d'être accueilli par vous. Parce que tout de même, le bon Dieu, c'est tout de même quelque chose, un personnage important. Et que voudriez-vous qu'il vous dise ? Je vous pardonne tout parce que vous avez été honnête dans votre vie privée, dans votre vie d'artiste. Enfin, je revendique cette appartenance à l'honnêteté, dans le travail et dans la conduite. Jean Piat au micro de David Abiker. Autre disparition.
Celle de Marceline Loridan-Ivens, cette cinéaste, camarade de déportation de Simone Veil à Auschwitz, avait 90 ans. Cette femme avait connu l'horreur. C'était peut-être l'une des dernières survivantes des camps, a souligné la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Et enfin, pour terminer, un 0 pointé pour les clubs français en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a pris 3-2 à Liverpool. L'AS Monaco battu 2-1 par l'Atlético Madrid. On verra, Nikos, si Lyon fait mieux ce soir à Manchester City.